Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 22e épisode de Brut de Capteur. Et oui, ça passe déjà quand même très vite. Et donc on est toujours sur Lightroom, sur le module développement, en l'occurrence de Lightroom. Donc je reviens pas sur l'utilité d'utiliser des fichiers RAW, hein, je vous ramène à la vidéo sur les formats de fichiers si vous n'en êtes pas encore convaincu, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que si vous utilisez Lightroom, voilà, la photo n'a aucun intérêt si vous commencez à traiter du JPEG, c'est vraiment, c'est du non-sens quoi. Le piège souvent est de vouloir utiliser des JPEG parce qu'ils sont souvent plus flatteurs que nos fichiers bruts, notamment en termes de saturation, en termes de contraste. Donc vraiment la partie développement dans Lightroom, ou un autre dérotiseur d'ailleurs, hein, est vraiment très importante parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Un fichier brut, nef, quel qu'il soit, alors je parle de nef parce que c'est Nikon, mais peu importe, un CR2, enfin peu importe le fichier RAW ou un DNG, il a vocation de toute manière à être développé. Autrement dit, sans faire de jeu de mots pourris, brut de capteur, c'est rarement un bon résultat. Donc, quand on travaille au fichier RAW, eh ben, il faut les développer derrière. Allez, trêve de blabla, c'est parti. On va commencer notre travail sur nos fichiers, donc en traitant ce RAW-là, qui est déjà pas mal. On est sur un contraste quand même assez élevé pour un fichier RAW. On va faire un petit contrôle plus maj de façon à travailler en plein écran. Voilà. Ctrl Maj F, pardon, pour bosser en plein écran. Le premier conseil que je dois vous donner, c'est qu'un traitement doit toujours rester quelque chose de subtil et ne doit jamais être quelque chose de trop poussé. Je prends souvent l'exemple de la saturation. J'ai tendance, moi, à aimer les rendus assez saturés, des choses assez saturées en termes de couleurs, mais c'est ma façon de traiter, voilà. Par contre, je vois régulièrement des gens qui saturent beaucoup trop leurs couleurs. Si je pousse, par exemple, ma saturation ici aux alentours de 60 points, ben on voit que c'est plus du tout quelque chose de crédible. Et pourtant, on voit ce genre de choses parfois. Donc voilà, n'allez pas trop loin dans vos réglages. Ici, par exemple, on voit que notre herbe, elle est beaucoup trop saturée. On a perdu en crédibilité. Notre peau ici a vraiment pris une teinte rougeâtre, vraiment désagréable. L'exemple de la saturation, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Les contrastes ont tendance à être souvent trop poussés aussi. Il faut rester sur des valeurs de contraste intéressants. Là, on est déjà sur quelque chose de trop important. C'est pas crédible, ça manque de plein de choses. Alors, il y a une exception à ça, ça reste quand même le noir et blanc, puisqu'en noir et blanc, on peut quand même pousser beaucoup plus nos contrastes qu'en couleur, en règle générale. Donc, le premier réglage à se soucier dans ce genre de photographie, c'est la balance des blancs. Je vais pas du tout en parler. Pourquoi? Parce qu'on a fait un épisode entier sur la balance des blancs, et on a vu comment rattraper une balance des blancs en post-traitement. Ma balance des blancs était pas trop mauvaise à la prise de vue. Bon, c'était en mode automatique, mais on voit que quand même le boîtier a fait quelque chose de cohérent. On est sur des blancs qui sont quand même assez blancs. Voilà, je prends souvent pour référence le blanc de l'œil. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui est censé être blanc chez nous. Ou alors des nuages, des choses qui sont censées être blanches, ou en tout cas qui sont censées être neutres et ne pas avoir trop de teintes. On a déjà vu ça dans une vidéo entière. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'épisode 9 je crois, ou dans cet ordre de grandeur là. L'onglet tonalité. Donc, l'onglet tonalité, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le premier réglage, c'est l'exposition. L'exposition ici, nous on va baisser un petit peu notre exposition. Voilà, j'ai tendance à avoir des rendus assez sous-exposés pour mes images. Bon, vous allez voir qu'on va quand même récupérer de la lumière un petit peu partout plus tard. Vous avez 5 IL de chaque côté, donc plus 5, moins 5, donc on voit vraiment que si vous avez une exposition qui est un petit peu ratée à la prise de vue, vous allez pouvoir quand même beaucoup jouer là-dessus pour récupérer une image correcte en post-traitement. On a vraiment une marge de manœuvre incroyable depuis Lightroom 6, mais je sais que quand j'avais Lightroom 3 à l'époque, ou Lightroom 4, je sais plus, j'en avais pas autant, on avait que 4 IL je crois de chaque côté, ou 3 IL, je saurais plus vous dire, ça remonte à il y a quand même quelques années. Ne vous prenez pas trop la tête si à la prise de vue, vous n'avez pas une exposition qui est très bonne ou que vous avez un diaph ou deux un peu dans le zag, et ben c'est pas grave, puisqu'en post-traitement, avec un fichier RAW, on peut vraiment aller chercher une exposition et corriger une exposition en post-traitement. Encore un autre conseil, à la prise de vue, si vous n'êtes pas totalement dans votre jauge ou si vous n'êtes pas au niveau de l'exposition parfait, déclenchez. Mieux vaut avoir une photo sous-exposée que pas de photo du tout.
mieux vaut déclencher et ne pas rater un instant plutôt que de rater l'instant et puis avoir une photo correcte. Voilà, donc déclencher, c'est pas grave si vous êtes un peu dans, si vous n'avez pas une exposition très correcte. De manière générale, un fichier RAW manque cruellement de contraste, donc vous en rajouterez quasiment à chaque fois. Mais essayez de ne pas dépasser des valeurs au-delà de, on va dire, 40, 50, c'est vraiment un maximum, notamment en couleur. Je vais me mettre sur une valeur de 20 points, ça me paraît pas mal, 23 points, voilà, 20 points de contraste, c'est quand même déjà un peu mieux. Donc petite astuce, si vous voulez remettre un réglage à 0, vous double-cliquez sur le nom du réglage, ou directement dans la jauge, ça marche aussi, ou sinon vous pouvez aussi à l'intérieur ici noter la valeur que vous voulez, donc nous en l'occurrence c'était 20, mais vous pouvez utiliser aussi les flèches en allant vers la droite ou vers la gauche sur le numéro, ça marche aussi. Voilà, les hautes lumières vont vous permettre de récupérer des... comme son nom l'indique, des hautes lumières, donc dans certaines zones où eh bien, on a des lumières dites un peu cramées, on va pouvoir les récupérer du détail dans ces zones. Par exemple, c'est pas forcément la bonne photo, mais ici, moi ici par exemple, si je vais aller chercher dans les hautes lumières, eh ben, on voit par exemple que dans ce genre de zone, ici je vais récupérer du détail. Alors c'est pas forcément évident, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Vous voyez, mais par exemple ici, on a même des cheveux qui sont apparus qu'on n'avait pas au début. Voilà, donc les hautes lumières vont vous permettre, notamment dans les ciels, quand on a des ciels qui sont cramés, avec des zones très très blanches, eh ben on va pouvoir récupérer donc un certain nombre de détails dans ces zones. Voilà, les ombres c'est pareil, mais c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va jouer non plus sur les hautes lumières, mais sur les basses lumières, je sais pas si c'est vraiment un terme correct, mais en tout cas voilà. Donc on va pouvoir récupérer dans les noirs des informations, donc là c'est pour les noirs bouchés, et puis les blancs, bah, c'est pareil, on va pouvoir accentuer nos blancs ou nos noirs. Quelque part, si je vais faire ça, ben, c'est comme si j'ajoutais du contraste en fait, hein. Plus ou moins, si j'augmente mes blancs et que je diminue mes noirs, bah c'est exactement comme si j'avais tiré, en tout cas ça a les mêmes effets on va dire, même si ça ne gît pas forcément toujours sur les mêmes tons, mais en tout cas ça a à peu près les mêmes effets que d'augmenter du contraste. Donc dans l'onglet présence, ici, vous pourrez rajouter de la clarté. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une augmentation des micro-contrastes, c'est-à-dire que vous allez rajouter des micro-contrastes et sur les tons moyens en fait. Donc en fait, quand vous allez utiliser la clarté, vous allez avoir une sensation de détail très importante. Vous voyez, on peut par exemple ici sur les cheveux observer vraiment comme si on avait rajouté du détail. Pareil, sur les petits poils ici, on a vraiment l'impression qu'ils sont ressortis. Donc ça donne une impression de détail, mais attention, il ne faut pas vraiment en abuser. Ici, on voit par exemple qu'on a rendu dégueulasse. Mais par exemple, dans certaines zones, quand on voudra remettre en valeur des cheveux, par exemple ici, on voit que nos détails sont très 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 bien, enfin sont très très poussés, on va dire. On va revenir sur une valeur à 0 pour que vous voyez. C'est un petit peu l'équivalent d'un filtre passé haut, on va dire, sous Photoshop ou d'une accentuation. En tout cas, on va vraiment agir sur les détails. Donc attention à ne pas aller trop dans l'excès et surtout ne pas aller dans le négatif. On voit trop de gens avec des rendus comme ça, des choses, voilà, c'est absolument dégueulasse. Ça fait filtre Instagram, bon voilà. La clarté négative est à proscrire, ou en tout cas à faire avec précaution. Alors on a souvent des choses comme ça, on voit de plus en plus de choses comme ça et c'est vraiment à déplorer. La saturation, la vibrance et la saturation, bah, ça agit comme vous le savez sur vos couleurs. En règle générale, je ne dépasse pas les 12 points de saturation parce que j'ai déjà des RAW assez saturés. Et ici on le voit, on est déjà sur quelque chose d'important. La saturation va agir sur les couleurs et la vibrance c'est la même chose, c'est de la saturation, hein. Sauf que la vibrance va agir simplement sur des couleurs qui sont déjà saturées. Donc par exemple si je prends l'exemple de la vibrance, et ben, si je vais vers des valeurs extrêmes, on voit que ma peau est quand même bien préservée de cet effet. En revanche, si je vais vers des valeurs extrêmes ici, on voit tout de suite que la peau va prendre des teintes rougeâtres et des choses vraiment qui sont pas du tout crédibles. Donc la vibrance, c'est en gros une saturation qui sature un peu moins, ou en tout cas qui est un petit peu plus maîtrisée. Voilà, ici on le voit par exemple, la vibrance agira principalement sur mon herbe et sur la robe de Clémence. N'allez pas vers des valeurs de plus 50, plus 60, on est tout de suite sur du dégueulasse. Donc voilà, restez sur des valeurs intéressantes et intelligentes.
je pense que ne pas dépasser les 15 points de saturation, c'est vraiment un maximum. En règle générale, j'ai des choses assez fines à plus 4, plus 7, ou plus 4, plus 9, voilà. Et déjà, j'ai des rendus qui sont très saturés. Ensuite, on a la courbe des tonalités. Alors la courbe des tonalités, à quoi elle va servir? Eh ben, elle va vous permettre d'agir sur des tonalités spécifiques sans trop agir sur le reste de votre image. Ici, par exemple, je vais essayer d'atténuer encore plus les points chauds, donc les points chauds qui sont apparus sur le front de mon modèle, et puis sur éventuellement son bras. Donc là, c'est pas franchement des points chauds, mais en tout cas, on voit qu'on a quand même des hautes lumières, des lumières assez importantes. Alors je vérifie ici, j'ai pas trop agi dessus, non. Et à la limite, même si je remets une exposition à 0, on est sur quelque chose d'encore plus présent. Alors, voilà. C'était simplement pour vous montrer ça. Donc, agir sur les hautes lumières, bah, c'est simple, hein, vous pouvez le faire depuis les pipettes, hein, de cette manière, donc c'est assez simple. Les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres, les tons ombres. Alors ici, je peux directement cliquer dans mon image et puis aller chercher voilà, des valeurs peut-être un petit peu plus intéressante comme ça, et on le voit ici, mes hautes lumières ont été sérieusement impactées. Alors on peut le faire comme ça, on peut aussi le faire ici directement à l'intérieur de l'histogramme, donc ici en allant chercher les noirs ou les hautes lumières, donc attention, si je vais vers là, c'est pareil, j'agis un petit peu de la même façon, en gros, sur mes blancs, sur mes hautes lumières. Et voilà. Donc la courbe à points peut être intéressante. Alors on peut aussi utiliser une courbe à points, une courbe linéaire, on va dire. Et puis par exemple, si on voulait rajouter du contraste, on pourrait augmenter nos hautes lumières et puis abaisser nos noirs. Et vous voyez, on a un effet de contraste comme au début, comme en tirant sur la pipette de contraste, mais de manière un petit peu plus fine. En double-cliquant sur les points, c'est pareil, j'annule. Donc ça marche assez bien. Vous pouvez aussi agir par couche, donc voilà, couche rouge, verte ou bleue. Bon voilà, pour être honnête avec vous, l'outil courbe est quand même pas vraiment toujours très bien utilisé, et c'est difficile à utiliser, et c'est pas forcément très précis non plus, donc voilà. En revanche, il y a des gens qui ne jurent que par ça, donc après, à vous de voir si vous voulez utiliser cet outil. Vous avez aussi un sélecteur ici qui vous permettra d'aller chercher une zone de l'image. Par exemple ici, je pourrais aller cliquer dessus, et tout simplement, en allant vers la droite ou vers la gauche, j'agirai sur les tons en question. Voilà, donc bon là je vais vers des valeurs extrêmes pour que vous voyez bien. Mais ici, par exemple, j'agirai sur mes hautes lumières, de la même façon que tout à l'heure. Donc je vais double-cliquer dessus pour réinitialiser, etc., etc. L'outil courbe vous permet aussi parfois d'agir sur les contrastes de manière intéressante. Par exemple, il y a un effet assez répandu en ce moment, ou ces dernières années, qui consiste à avoir comme un petit voile sur nos photographies. Pour ça, il suffit de décaler l'origine de notre graphique et puis d'aller chercher, pareil, la destination, voilà, pour avoir des effets un petit peu de voile sur nos photos, des choses très douces. Je suis pas forcément très fan de ce genre d'effet, mais bon voilà, sachez que en règle générale avec un outil courbe, c'est assez simple à faire. Sachez qu'on retrouvera un effet assez équivalent ici dans la correction du voile, qui vous donnera les mêmes effets. Donc ici, la courbe de tonalité, je vais quand même réinitialiser. Et ici, dans l'onglet effet, vous aurez ici, donc dans la correction du voile, le même effet, c'est-à-dire que vous allez vers la droite, vous allez créer ce voile. Alors, faut y aller quand même assez gentiment. Voilà, donc en gros, c'est du contraste négatif, hein, c'est quelque chose de... Voilà. Et puis, en allant de l'autre côté, vous aurez l'effet inverse. Voilà. Courbe de tonalité. Ensuite, l'onglet TSL. Donc l'onglet TSL, c'est teinte, saturation et luminance. Vous allez retrouver dans l'onglet tout, le sous-onglet tout, tout ça, c'est-à-dire pour vous aurez la teinte, la saturation, la luminance, et ce pour chaque couleur. Vous aurez aussi dans la luminance la même chose, c'est-à-dire que vous aurez l'onglet simplement luminance, saturation ou teinte. Voilà en gros. Sur le bleu, ici on pourrait aller vers des teintes plus bleues, ou au contraire plus vers du rouge, enfin du magenta. Voilà. Donc vous pouvez agir sur les teintes de vos couleurs, donc ça peut être intéressant. Sur la saturation, donc ici par exemple, dans cet onglet-là, on pourra faire de la désat partielle en faisant tout simplement, voilà, en disant moi je veux qu'il reste que le bleu par exemple.
Voilà, et puis là, ben, vous obtiendrez une désaturation partielle avec simplement la robe qui est colorée, tout le reste, voilà. Je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, sachez que ça peut vous servir à ça, et puis bien évidemment, à régler indépendamment la saturation de vos couleurs. Donc par exemple, ici, le vert, on pourrait aller saturer juste notre pelouse si on avait envie de faire ressortir ça. La luminance, c'est un petit peu moins connu, mais c'est quand même assez intéressant, notamment on va agir souvent sur les bleus. Pourquoi? Eh bien parce que ça va agir sur nos ciels. En règle générale, on a des ciels qui sont trop cramés, en tout cas trop exposés par rapport au reste de nos scènes. Donc forcément, eh bien, on va avoir besoin, en règle générale, d'aller chercher de la luminance, justement d'aller enlever un peu de luminance dans nos bleus. Et ici, alors ici on va prendre l'exemple du vert parce que c'est plus criant. Ici, si je prends le vert, ben, vous voyez qu'en fait, j'enlève de la luminosité dans la couleur verte. Et ici, ben, on va voir que ben, voilà, j'arrive à avoir quelque chose de plus profond. Donc ça a tendance à approfondir un peu les couleurs, à avoir des couleurs un peu plus denses. Et donc ça peut être très intéressant pour vos ciels. Essayez de jouer un peu sur la luminance des bleus quand vous avez des ciels trop exposés, et vous allez récupérer beaucoup de couleurs dans le ciel, et des bleus beaucoup plus profonds. Voilà. L'onglet couleurs, bah, c'est la même chose, mais du coup vous avez ça par couleur. Donc ici par exemple je vais sélectionner le rouge, et puis vous avez la teinte, la saturation et la luminance. Donc ici par exemple si je vais dans le vert, eh ben, vous allez retrouver mon réglage de luminance à -27 que j'ai fait à côté. Donc me demandez pas pourquoi les concepteurs de Lightroom ont doublé ces menus, parce qu'au final ce sont les mêmes menus et ils servent aux mêmes choses, donc franchement c'est pas forcément très intéressant. Et dans l'onglet tout, ici, on va retrouver tout par couleur avec teinte, saturation et luminance, c'est-à-dire en gros c'est le même onglet qu'ici. Donc en fait ils se sont fait ils se sont un peu pris la tête pour pas grand chose. Voilà. L'onglet NB, donc noir et blanc, tout de suite je passe en noir et blanc, et malgré tout, dans l'onglet noir et blanc, j'ai que des couleurs. Donc ça peut paraître un petit peu, on va dire, surprenant, et pourtant. Si par exemple je prenais cette photographie-là, que je la passais en noir et blanc, ici, si je voulais rajouter un effet un peu dramatique à ma photographie, eh ben, j'irais chercher dans les bleus, justement, je dirais, bah, mes bleus, je voudrais qu'ils soient noirs, donc ici, bah, j'irais chercher, voilà, j'irais taper dans les bleus. Si je vais à l'inverse, ben, on voit que ma photo devient fade, en tout cas un peu plus fade, et ici, ben, voilà, je vais aller chercher ce qui doit être noir, ce qui doit être blanc dans ma photographie, justement, par couleur. Pour les anciens photographes qui faisaient de l'argentique, c'est un petit peu l'équivalent des filtres de couleur que l'on mettait pour filtrer une partie des rayons qui rentrent dans l'appareil. Donc autrefois on utilisait des filtres de couleur pour qu'on mettait devant les optiques, justement quand on faisait des péloches noir et blanc. Par exemple, pour obtenir ce résultat avec un bleu très noir et souvent des ciels très contrastés, et ben, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait un filtre jaune, donc filtre qui aurait laissé passer ces composantes, à savoir le rouge et le vert, et qui aurait stoppé les rayons bleus, tout simplement. Ce qui explique pourquoi notre bleu se rapprocherait plus du noir que du blanc, en noir et blanc. C'est logique, c'est normal. C'est pas très compliqué, mais ça demande quand même de bien comprendre les couleurs primaires et leurs composantes. Je vous embrouille pas trop là-dessus, mais sachez que ça s'appelle la synthèse soustractive, et que ça pourrait être d'ailleurs le thème d'une de mes prochaines vidéos, on verra ça, voilà. Et vous pouvez réinitialiser toujours en double-cliquant dessus, voilà. Maintenant, on passe au virage partiel. Alors, le virage partiel, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'utilise très rarement. Donc ça peut marcher avec une photo noir et blanc, ça peut aussi marcher avec une photo couleur, hein, pas de souci. Bon, c'est pas un onglet vraiment très intéressant pour être honnête, et ça donne souvent des choses bizarres qui se rapprochent quand même vachement plus d'un filtre Instagram que vraiment de quelque chose de très très intéressant. Bon, je vous montre quand même comment ça marche. Vous pouvez coloriser donc soit les ombres, soit les hautes lumières, et en gros, bah, c'est très simple, hein, vous pouvez choisir votre teinte ici, donc on va mettre une saturation pour voir ce que ça donne. Vous pouvez choisir votre teinte ici, de cette manière, donc aller chercher vraiment une teinte, donc... souvent on va vers des trucs bleutés ou orange, bon, ou rougeâtre, enfin... Voilà. On peut choisir ici directement, donc on a deux trucs. Ici on fait défiler, ça va d'un côté ou de l'autre. Attendez, hop là, voilà, ça va d'un côté ou de l'autre, donc vous pouvez choisir. Clac, 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 vous choisissez dans le sens de la hauteur, dans le sens de la largeur, pardon, et puis dans le sens de la hauteur pour la saturation. Voilà, donc vous pouvez choisir de... Voilà, bon. En gros, ça colorise.
Ça donne une teinte à votre noir et blanc ou à votre photo couleur. L'onglet détail. Alors l'onglet détail, c'est pareil, je vais pas du tout en parler. Pourquoi parce que, enfin, la deuxième partie en tout cas, je vais pas du tout parler de la réduction du bruit parce que on a fait une vidéo entière sur le bruit numérique. Je vous invite donc à aller voir la vidéo numéro 11, il me semble que c'est la 11, c'est peut-être pas la 11, mais ça doit être la 12 ou la 9, si c'est entre la 9 et la 12, on va dire. Dans le bruit numérique, on a expliqué exactement le bruit de chrominance, le bruit de luminance, tout ça, et on a vu comment réduire tout ça. En sachant que, par défaut, c'est pareil, Lightroom va se régler déjà à 25 au niveau du gain et à 1 pixel au niveau du rayon. Et ben, du coup, on a déjà, par défaut, à l'importation dans Lightroom, une augmentation de la netteté, puisque les RAW ont tendance également à être un petit peu plus plats. Il faut aller chercher des valeurs intéressantes, mais jamais trop dépasser voilà, les 80, 90, voilà, le 150, on est déjà... c'est dégueulasse. Voilà, en sachant qu'aussi l'œil s'habitue, donc c'est pareil, vous allez aller à 150, vous allez trouver que c'est très bien. Au bout d'un moment, vous allez rester là-dessus. Alors que c'est trop. Que vous dire de plus? Ici, dans l'onglet, vous allez pouvoir chercher un détail plus atypique. Par exemple, on pourrait se mettre sur l'œil. On peut aussi utiliser, voilà, faire comme je viens de le faire, cliquer sur le petit truc et puis aller chercher directement dans l'image. Pour ma part, je travaille à 100% dans mon image et ça suffit largement. À la limite, on n'a même pas besoin de ce petit onglet détail. On peut le fermer ici. Et puis voilà, que dire de plus? Alors le masquage, ça c'est très important. Le masquage va vous permettre de supprimer l'effet en dehors des contours. Donc ça c'est intéressant. Par exemple ici, si j'allais vers des valeurs importantes, je décide de masquer. Je vais masquer tout ce qui est uni, tout ce qui n'est pas contour. Donc en fait, on va agir que sur les contours. Donc ça, c'est intéressant, vraiment de mettre du détail que sur les contours parce que c'est là où on en a besoin. Parce que le problème, c'est que sinon, vous allez, en rajoutant beaucoup trop de détails, vous allez rajouter aussi une structure, un grain, en tout cas comme si c'était du bruit numérique dans votre image. Donc le masquage est intéressant. Et on va le voir, vous avez la possibilité, en appuyant sur la touche Alt, en même temps de faire le masquage, de voir où va s'afficher le détail. Donc tout ce qui est blanc, c'est là où il y a du détail. Donc on voit par exemple ici que dans notre vert, dans notre fond, on a quand même beaucoup d'accentuation qui est venue se mettre. Et plus on va masquer, et plus on va avoir le réglage uniquement sur les contours. Et là on le voit par exemple, ici ma peau n'a pas été impactée, donc ça c'est pas mal. Mon fond n'a pas été impacté. Par contre on voit qu'on va rajouter du détail sur tous les contours des yeux, des cheveux, etc. Alors dans la partie correction de l'objectif, vous pourrez corriger le vignettage et la distorsion de manière automatique, donc avec l'onglet basique et l'onglet profil, et de manière manuelle, bien sûr, grâce à l'onglet manuel, vous l'aurez compris. Donc dans l'onglet basique, vous cocherez ici, si c'est nécessaire bien sûr, activer le profil de correction, et dans le profil, vous irez choisir, en l'occurrence, l'optique qui convient. Donc ici, moi, c'est le 50 mm 1.4 de chez Nikon. Vous pourrez trouver tous les modèles de chez Nikon, de chez Canon, ou d'autres marques comme Pentax, etc. etc. Voyez, on le voit ici, il y a vraiment quand même un choix énorme, et en règle générale, toutes les optiques y sont, donc pas de soucis. Même si vous avez acheté le dernier appareil à la mode, rassurez-vous, dans la dernière version de Lightroom, il y a de très grandes chances que vous trouviez votre appareil et vos optiques, en sachant que bien évidemment, il faut faire les mises à jour qui sont nécessaires à cela. Voilà, donc configuration par défaut, vous pouvez les personnaliser, etc. Bon, c'est pas très intéressant. Voilà, donc je reviens dans l'onglet basique, et ici l'outil Upright va nous permettre, c'est un outil complémentaire, on va dire, qui servira à corriger automatiquement la distorsion et le vignettage. Et en cliquant ici sur Auto, en règle générale, vous allez obtenir quelque chose d'assez performant. En revanche, si vous avez besoin de traiter des photos d'architecture, par exemple, vous aurez souvent des problèmes pour redresser les bâtiments. Vous pouvez donc utiliser l'onglet manuel pour cette fois-ci avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Et ici, on va pouvoir régler
manuellement la distorsion, etc. Vous voyez forcément que vous allez créer des manques sur les côtés et en hauteur, et vous avez une petite fonction qui est très intéressante et qui vous permet de contraindre le recadrage. Ça veut dire que tout de suite, vous allez forcément recadrer en fonction des trous que vous allez mettre, que vous allez forcément créer. Voilà, donc ça c'était pour la partie un petit peu manuelle. Pour ce qui est des aberrations chromatiques, alors les aberrations chromatiques, on appelle ça aussi le fait de supprimer la frange. Alors pour cela, je vais me rendre dans une autre photographie, puisque forcément, on n'a pas forcément un bon exemple avec cette photo. Mais ici, par exemple, si je zoome à 400%, on voit qu'effectivement, j'ai une frange sur les contours, et ici, on voit que j'ai des pixels magenta qui sont venus se former sur les contours. Ça, c'est une aberration chromatique. C'est votre optique qui crée ces effets-là sur les contours, et forcément, selon la qualité de votre optique et selon l'ouverture, en règle générale, plus on ouvre notre diaphragme et plus on est assujetti à l'aberration chromatique. Donc les optiques très très lumineuses comme les 51.4, etc. vont être souvent des optiques qui vont procurer, on va dire, une aberration chromatique assez importante. Plus votre optique est de qualité et moins vous aurez d'aberration chromatique, mais dans tous les cas, à partir du moment où vous ouvrez beaucoup votre diaphragme, vous aurez toujours des aberrations chromatiques quand cela se produira, c'est-à-dire quand vous aurez des lignes géométriques ou quand vous aurez des choses qui s'y prêtent. On n'a pas toujours de l'aberration chromatique. En portrait, on est beaucoup moins assujetti à l'aberration chromatique. Ici, comment on peut gérer ça? Il y a 4 manières différentes de gérer ça. La première manière, c'est d'aller ici et de faire supprimer l'aberration chromatique, tout simplement. On clique dessus et vous voyez qu'ici, on avait des pixels verts et des pixels magenta, pixels verts et puis des petits pixels rouges sur l'extérieur, et vous le voyez, rien qu'en cliquant dessus, ils disparaissent complètement. Si on va voir dans d'autres parties de notre image comme ici, vous voyez ici, c'est pareil, on a vraiment supprimé de manière intéressante et très radicale l'aberration chromatique. En revanche, il y a toujours des petits résidus, des petites choses, donc voilà, et parfois on aura des résultats quand même beaucoup moins intéressants que celui qu'on vient d'avoir. Deuxième manière, vous allez dans l'onglet couleurs, et dans l'onglet couleurs, forcément vous allez retrouver la même option que tout à l'heure, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser la pipette, et ici je vais aller directement sélectionner les teintes qui sont concernées. Voilà, donc le rouge, le vert. Ici on voit quand même que j'ai pas mal de résidus. Donc on va aller recliquer dedans. Là il me dit qu'il n'arrive pas à déterminer une frange. Et là on a quelque chose d'à peu près similaire. Mais vous voyez qu'ici on a encore des pixels magenta. Ici on va en retrouver. On ne pourra pas toujours aller vraiment au maximum. Là on voit qu'on a des verts. Donc voilà, et c'est qu'une histoire de compensation. À chaque fois que vous allez taper là-dedans, vous allez aussi taper dans les teintes, donc il ne faut pas non plus faire trop n'importe quoi et aller vers des valeurs trop extrêmes. Voilà, donc ça c'était la méthode de la pipette, et vous avez bien évidemment la méthode manuelle ici, qui vous permettra, en jonglant un peu sur les couleurs directement, donc là on voit que j'ai atteint les magentas, et là les verts, vous voyez on arrive à quelque chose. Là c'est pour un réglage un peu plus fin, on va dire. Et puis il y a encore une quatrième méthode qui consiste à prendre un pinceau. Donc là effectivement c'est une méthode qui est moins automatique, mais ça je dirais que c'est peut-être une méthode qui va vous permettre de décontaminer les résidus. Donc en gros ça va venir en complément d'une méthode automatique. Donc en règle générale on va se positionner peut-être sur on va supprimer l'aberration chromatique et on va essayer de trouver des résidus. Il y en a forcément, voilà, on en voit un petit peu ici. Voilà, on a quelques résidus ici, je ne sais pas si c'est flagrant pour vous à l'écran. Je vais essayer d'en trouver d'autres, allons-y. Non, c'est vrai que là, il a fait du bon boulot, donc ça va être difficile. Vous voyez, on en voit un petit peu ici. Donc pour cela, on va utiliser donc le pinceau, et puis on va aller tout simplement faire supprimer la frange. Donc vous réinitialisez tous les paramètres, bien sûr, hein. Il est hors de question d'aller toucher à l'exposition ou à quoi que ce soit d'autre. Et ici, vous avez supprimé la frange, et puis on va prendre la tablette. C'est une décontamination qui est difficile parce que du coup, la fonction automatique a très bien géré la frange. Parce qu'ici, elle était quand même très importante et on va dire très franche. Parfois, vous aurez des teintes qui vont se mélanger un petit peu, des choses un petit peu plus difficiles à analyser pour le logiciel.
et on arrive à décontaminer à fond avec ce dernier outil, si vraiment on n'arrive pas à le faire de manière automatique. Mais vous voyez quand même que la méthode automatique est quand même très efficace. Et enfin le dernier onglet c'est l'onglet effet, donc je vais me replacer dans ma photo que j'avais envie de traiter, et ici le vignettage, tout le monde sait ce que c'est le fait d'assombrir dans les coins notre photographie de façon à recentrer notre lumière sur notre sujet. En règle générale, moi j'ai tendance à sérieusement abuser de cette fonction, je vignette beaucoup mes images. Mais voilà, bon, ici on pourrait se mettre à une valeur de moins 35, moins 40, c'est pas mal. Ça reste raisonnable sans être trop flagrant. Toutes les autres options ici servent à en régler la forme et le contour progressif. Donc forcément, un contour progressif à moins 100 vous donne quelque chose de... Voilà, donc ça n'a aucun intérêt. Et dans l'autre sens, c'est pareil, ça sera peut-être un petit peu trop, voilà. Donc il faut trouver une valeur moyenne. En règle générale, rester à 50%, hein. Ça le fait très bien à 50%. Et puis ici, vous avez la possibilité de gérer le réglage sur les hautes lumières. D'ailleurs, je vous conseille de rester en priorité des hautes lumières. Parce que priorité des couleurs et incrustation de peinture. L'incrustation de peinture, c'est un simple calque qui va venir peindre en noir dans les coins. Donc c'est pas forcément ce qui vous donnera toujours les meilleurs résultats. Et la priorité à la couleur vous donnera aussi de moins bons résultats. Donc restez en priorité des hautes lumières pour le style de vignettage. Voilà. Et enfin on a du grain, donc on peut rajouter du grain. Pour cela, la valeur nous donne la quantité de grain. Et puis la taille et la cassure va en gérer la taille et la forme. La cassure, excusez-moi. La cassure, c'est la forme de notre grain, voilà. Et puis la correction du voile, on l'a vu tout à l'heure, c'est une fonction qui est apparue dans Lightroom 6, dans la dernière version de Lightroom, et Lightroom CC pour ceux qui sont abonnés au cloud. Voilà, donc on a vu à quoi ça servait, on rajoute quand même beaucoup de contraste, on va chercher de la structure, c'est un mélange de clarté, de plein de choses. Voilà, c'est assez intéressant, c'est une fonction qui peut vous être utile, notamment quand vous faites de la photo de montagne, on a souvent un voile qui vient se déposer sur nos photographies, qui est très difficile à corriger, qui n'est pas toujours simple à corriger. Donc en photo de montagne ou dans des photos qui sont très peu contrastées, ou des photos où il fait très chaud, ou quand il y a de la pollution, ou voilà, des choses comme ça, on peut arriver à corriger un petit peu le voile grâce à cette petite fonction. Et voilà, et puis l'étagonnage de l'appareil photo, bien sûr, on en a parlé en premier. Voilou, cette vidéo est maintenant bientôt terminée. N'oubliez pas de partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment à être vu et ça aide un peu la chaîne YouTube. C'est ce qui va déterminer si je continue après, au bout d'un an, ou pas à faire des vidéos, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd pour moi. Ça demande beaucoup de travail, des scripts, ça demande pas mal de boulot, du montage aussi, enfin plein de choses. Donc voilà, soutenez-moi parce que c'est assez difficile pour moi de gérer tout ça avec mon boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos, abonnez-vous, tout ça. Vous avez tout ici, de toute façon, vous le savez maintenant, vous êtes habitués. On se voit la semaine prochaine, on parlera encore de Lightroom. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là sur Lightroom. On fera quelques vidéos plus tard aussi sur le traitement des images pour toutes les petites astuces pour rendre vos images encore plus belles en post-traitement. On fera des liens aussi avec Photoshop, on fera pas mal de choses, mais là je vais arrêter Lightroom pendant un petit moment après parce que forcément vous êtes un peu gavés aussi, c'est normal. Mais allez au bout de cette formation Lightroom parce qu'elle vous rendra bien meilleur sur le logiciel et surtout vous allez prendre d'entrée les bonnes habitudes et ça c'est super intéressant pour progresser et surtout pas faire les erreurs que tout le monde fait quand on débute sous Lightroom ou dans la dérotisation de manière plus générale. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, on parlera encore Lightroom. D'ici là, n'oubliez pas de partager. Salut, salut. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.